On va pouvoir commencer. On a aujourd'hui avec nous Émilie Monco, qui est chargée de mission démarche alimentaire de territoire à la technique, et moi-même qui m'appelle Alexia Michou. Je suis responsable du pôle développement local et transition chez Pays et Quartier Nouvelle-Aquitaine et aussi responsable du pilotage de la mission démarche alimentaire de territoire chez PQNA. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore PQNA est votre centre de ressources sur le développement territorial en Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne les élus, les agents des collectivités et les acteurs privés sur le développement territorial à travers de la mise en réseau, donc à travers des visites sur site, des webinaires comme celui-ci, des ateliers de travail, mais aussi à travers des publications et la capitalisation de ce qui se fait sur le terrain en Nouvelle-Aquitaine principalement et aussi grâce au lien entre la recherche et les territoires. Nous intervenons sur plusieurs thématiques comme la cohésion sociale, la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs et les démarches alimentaires de territoire dont on va parler aujourd'hui. C'est une mission d'animation des démarches alimentaires de territoire pour laquelle nous sommes mandatés par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du pacte alimentaire pour une alimentation durable et locale, donc pour mettre en réseau les acteurs des démarches et projets alimentaires de territoire en région Nouvelle-Aquitaine. Donc bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire sur le rôle de la formation dans la relocalisation d'une alimentation saine et durable. Je voudrais d'abord poser un petit peu le contexte et le constat de départ qui nous a amené à tenir ce webinaire, qui est que le système alimentaire actuel, c'est-à-dire la manière dont on s'organise pour se nourrir, n'est ni résilient, ni durable, d'après la recherche en Nouvelle-Aquitaine. En effet, c'est un programme de recherche porté par l'INRAE qui s'appelle Sécurité et résilience alimentaire en Nouvelle-Aquitaine, Seralina, qui a constaté, à travers une étude et de nombreux travaux de divers chercheurs en sciences sociales notamment, qui sont conduits actuellement, que le système alimentaire néo-aquitain ne serait pas en capacité d'assurer la sécurité alimentaire à moyen et long terme, à la fois face à des chocs, mais aussi face à des tendances, notamment climatiques ou encore démographiques. Pourquoi pas résilient? D'abord, car certes, la Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France avec une production très diversifiée, mais ces productions sont assez spécialisées à l'échelle locale et beaucoup sont orientées vers l'export, avec par exemple plus d'import de fruits et légumes que ce qu'on produit et qu'on exporte. Pourquoi pas durable? Puisque sur le plan social, pour d'abord, la précarité alimentaire est grandissante. 16% des Français ne mangent pas à leur faim. 63% des néo-aquitains et néo-aquitaines estiment être insuffisamment informés sur l'origine de leur alimentation concernant la présence de pesticides et additifs. Sur le plan économique, c'est un cinquième des ménages agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Et sur le plan environnemental et de santé, enfin, la France dépense environ 12,3 milliards d'euros par an pour la santé à cause des maladies professionnelles dues à l'usage des pesticides. Et enfin, l'alimentation représente environ 24% de l'empreinte carbone des ménages français, dont 2 tiers sont imputés à la production agricole. J'imagine que tous ces enjeux, vous les connaissez à peu près tous. Et pour faire face à ces enjeux, l'État et les territoires se fixent des objectifs de relocalisation de l'alimentation et de la production, à commencer par les lois Egalim et Climat, donc loi Egalim 1 et 2, Climat et résilience, pardon, avec des objectifs de meilleure répartition de la valeur ajoutée agricole en faveur des producteurs, de consommer plus local, de qualité et de bio et de végétal dans la restauration collective notamment. Le problème, c'est que travailler les produits frais et locaux à la cantine, acheter du bio, préparer des repas sans protéines animales, vendre ces produits au restaurant à proximité quand on est un agriculteur, ça ne s'improvise pas, c'est pas toujours évident. Et pour le mettre en pratique, il faut des professionnels qui soient formés et qui soient nombreux. C'est là où le bas blesse, puisqu'en agriculture, en tout cas ce qui concerne l'agriculture, d'ici 6 ans, 55% des agriculteurs partiront à la retraite et la relève n'est pas tout à fait là. En Nouvelle-Aquitaine, on compte environ moins d'une installation d'agriculture pour 2 départs.
Et notre intervenante du côté de l'agriculture vous l'expliquera mieux que moi. Le métier suscite aujourd'hui moins de vocations. On a le même problème également côté restauration collective et restauration commerciale, puisque ce sont des métiers stratégiques. Là, j'entends par là les cuisiniers, les gestionnaires d'établissements de restauration collective, mais sur lesquels il y a des besoins en recrutement qui ne sont pas ou peu pourvus, avec des entreprises qui témoignent de pénurie de candidats selon une étude de Cap Métiers en 2021. La question qui se pose aujourd'hui à nous et à vous, c'est comment changer alors les formations initiales et continues pour permettre la relocalisation d'une offre alimentaire durable sur notre territoire en Nouvelle-Aquitaine, et puis comment renouveler les générations de professionnels pour répondre aux besoins en emploi et en activité sur notre territoire. Ces questions qu'on pose là sont probablement celles aussi que vous vous posez, chers participants et participantes, qui êtes issus de collectivités, d'entreprises, de coopératives agricoles, d'institutions, d'associations, de maisons de quartier. Vous êtes aussi élus. Et on s'efforcera de répondre à toutes ces questions grâce aux interventions de Clotilde Plantureux. Vous êtes directrice d'exploitation agricole chez Agrocampus Saintonge. Merci beaucoup d'être avec nous. Et de Ludovic Fréchon, vous êtes directeur du campus régional de l'alimentation. Merci également à vous d'être avec nous. Il faut que j'excuse dès maintenant Madame Pascale Tesser, qui est directrice d'un établissement agricole à Montmorillon, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce qu'elle a des problèmes de santé, donc je l'excuse. Euh, pour vous informer un petit peu sur le déroulement du webinaire, on est ensemble jusqu'à 17h30. Nous allons échanger à peu près avec les intervenants jusqu'à 17h. Et ensuite, on ouvrira l'échange avec vous qui nous écoutez. Mais n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions dans le chat et à commenter dans le chat si vous le souhaitez. Émilie prendra vos questions à la fin des échanges. Donc aujourd'hui, et pardon, après ces échanges, nous aurons une conclusion de la région de l'Aquitaine et de l'État. Donc pour commencer, peut-être juste vous expliquer, les échanges vont se dérouler en trois séquences. La première sur la présentation des deux établissements donc côté agriculture et côté alimentation. Ensuite, on parlera plutôt opérationnel, des actions qui peuvent être mises en place, en tout cas des exemples d'actions qui sont mis en place par ces deux et seront mis en place par ces deux établissements. Et enfin, on fera le lien avec les territoires puisqu'on est bien ici dans le réseau des démarches alimentaires de territoire. Donc, pour commencer, et pour bien poser le cadre pour celles et ceux qui nous écoutent, je vais demander à nos deux intervenants de bien vouloir, pardon, nous décrire brièvement vos établissements en commençant par Madame Planturé, s'il vous plaît. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Clotilde Plantureux, je suis directrice d'exploitation sur l'Agrocampus de Saintonge. L'Agrocampus de Saintonge, c'est un agricole qui est situé en Charente-Maritime sur deux communes, à Saintes et à Jonzac. C'est un établissement qui comporte 3 exploitations agricoles, 3 lycées, un CFA, un CFPPA. Donc moi, j'interviens sur l'exploitation qui est en production horticole et maraîchère, ce qui fait que j'ai un lien privilégié en fait par les modes de commercialisation de l'exploitation avec ces questions d'alimentation et de restauration collective. Mais l'ensemble de l'agrocampus produit du lait, des céréales, du cognac, du jus de raisin, donc des légumes. Nous formons environ 1000 apprenants par an. Ces apprenants, ils sont répartis dans nos différents centres de formation, donc que ce soit les lycées, les CFA, le CFPPA. Et ces personnes sont formées à la fois sur les métiers de l'agriculture, de façon large, ça va de l'élevage jusqu'au maraîchage, à l'horticulture, au métier de la vente, au métier de l'eau, de la biodiversité. Voilà, donc c'est un établissement qui est de taille assez importante sur le territoire quand même, et qui a un lien avec le territoire qui est assez marqué. On reviendra là-dessus plus tard dans la présentation. En effet, merci beaucoup pour ce premier portrait. Et puis, on va passer à la présentation du futur campus régional de l'alimentation.
Bonjour à tous, donc Ludovic Fragefond, directeur général du campus régional de l'alimentation, qui est une jeune structure, qui est un des derniers campus créés par la région en association avec le rectorat académique et la DRAF. Ce campus, il a vocation à couvrir un large spectre de valorisation des métiers de bouche, en complément de formation initiale, mais surtout en formation continue sur la restauration collective. Il sera incarné sur un site qui s'appelle Grand Pont, qui est un ancien lycée à Chasseneuil-du-Poitou, au nord de Poitiers, sur ce site où la région va investir 30 millions d'euros pour accueillir des plateaux techniques sur ces formations continues et des formations aussi en réorientation et en reconversion sur la restauration collective et ses différents métiers. Bien évidemment, on pense à ceux de cuisiniers, mais il y a aussi de la gestion avec les achats, il y a de la logistique, et puis il y a aussi d'autres formations que nous ferons à travers des masterclass. Il est présidé par Christian Barrault. Il y a également un directeur opérationnel, Jean-Yves Delamède, arrivé de l'Éducation nationale, et qui suit plus précisément le CMQ, puisque nous aurons un campus des métiers et des qualifications à terme qui rassemblera l'ensemble des lycées hôteliers et des lycées agricoles sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis enfin, nous avons un comité scientifique et stratégique qui est présidé par Régis Marcon, qui travaille et qui va travailler sur l'innovation, sur la recherche, avec bien évidemment des universitaires, à la fois sur le matériel en restauration collective et sur les aliments. Merci beaucoup. Ça nous permet de comprendre un petit peu d'où vous parlez et d'avoir un premier aperçu de ce que font vos établissements. On viendra au cours de cet échange sur les actions que vous portez. Maintenant, j'aimerais bien plutôt que vous nous parliez des enjeux qui influencent les secteurs dans lesquels vous œuvrez, donc l'agriculture et la restauration, et les changements qui influencent aujourd'hui ce secteur et à la fois les métiers de ces secteurs-là. On peut commencer peut-être par Monsieur Fréchon et les secteurs qui influencent le métier de la restauration collective. Sur les métiers de la restauration collective, il est vrai que c'est un métier qui a beaucoup évolué depuis les années 2000 avec la mise en place de certaines lois et notamment liées au sanitaire. Et puis, les dernières lois, notamment Egalim, qui ont imposé à la restauration collective, qu'elle soit privée ou publique, un effort particulier en termes d'achat local, bien évidemment, et puis de produits bio. Donc ça a été une petite révolution pour la restauration collective. Et, et je pense que il y a dans cette loi Egalim, il y a aussi l'obligation du repas végétarien une fois par semaine dans la restauration collective. En tout cas, je connais un peu plus la restauration collective publique et ça a été un enjeu assez important, et notamment en termes de formation pour les cuisiniers et les aides en cuisine. Certaines régions s'y sont employées, départements bien évidemment, communes pour former leur personnel à ces changements d'habitudes alimentaires et sous différentes formes. Je pourrais citer la région Nouvelle-Aquitaine que je connais bien, mais qui a lancé un appel d'offres assez conséquent pour former tous ces personnels, notamment par rapport à ces nouvelles demandes. Et elles sont importantes aussi en termes de gestion des achats et l'ASENA, qui est une association des gestionnaires qui fait partie, de notre conseil d'administration, travaille justement
sur le sujet de l'achat des denrées. C'est une association qui regroupe les gestionnaires des lycées et collèges de la région. Ils sont en charge de ce travail et ils ont dû eux aussi s'adapter par rapport à l'achat local, notamment sur les fruits et légumes et sur d'autres produits. Et c'est vrai que ça a été une révolution à la fois sur les achats et une révolution aussi en termes de formation pour les personnels en restauration collective. Merci beaucoup, ça nous permet de compléter, je pense, le portrait des enjeux que j'avais initié là en introduction. Et si Madame Plantureux, vous pouvez faire la même chose du côté agriculture, quels sont les changements qui influencent le métier des agriculteurs déjà en exercice et puis qui forcément, du coup, induisent une nécessité de peut-être former les pratiques d'enseignement, modifier, pardon, les pratiques d'enseignement. Oui, alors je vais peut-être prendre la question à l'envers en parlant plutôt de la formation et ensuite pour arriver plutôt à l'installation et à la pérennisation des modèles agricoles parce que moi je travaille plutôt au contact des apprenants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le premier enjeu, bon, le plus gros enjeu en France, c'est plutôt le déclin de la population agricole, en particulier nous sur les surfaces maraîchères. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des installations en maraîchage qui ont lieu se font hors cadre familial. Donc, on n'est pas sur le modèle d'installation dans une exploitation agricole classique qui est transmise en fait dans la famille. On est vraiment sur des personnes qui n'ont pas de racines agricoles, qui vont chercher à s'installer sur des structures qui sont plutôt petites. Donc, nous, le premier enjeu, il est au niveau du recrutement de ces personnes-là. L'agriculture et le maraîchage en particulier, enfin l'horticulture dans son ensemble, ne sont pas des métiers qui font rêver du tout, ce sont des métiers qui sont peu valorisés, peu rémunérateurs, sur lesquels, je parle en particulier du maraîchage, il y a parfois peu de mécanisation ou d'automatisation qui sont possibles, donc ce sont des métiers qui sont encore durs physiquement, donc qui font pas beaucoup rêver les jeunes. Sur les adultes, on a pu observer un petit regain d'intérêt pour les formations en maraîchage horti sorti de la période du Covid. Il y a une espèce de petit retour à la terre comme ça qui a duré 3-4 ans dans nos formations, même plutôt 2-3 ans dans nos formations continues, avec des personnes qui souhaitaient se reconvertir et puis s'installer ensuite en maraîchage. Bien souvent, l'horticulture, c'est encore à part. Mais déjà, cet effet est un petit peu retombé sorti du Covid. Et puis, on a quand même ce gros nœud sur le recrutement de jeunes, notamment au niveau des lycées, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou par la voie scolaire. Pour peu qu'on réussisse à capter ces jeunes, et ces moins jeunes, se pose ensuite la question de l'installation. Donc ça, c'est encore un enjeu dans nos métiers. La région dans laquelle on est, notamment, donc nous à Saintes, on est quand même sur des terres à Cognac. La proximité avec Cognac fait que les terres là-bas sont très chères, par exemple. Et donc l'installation en maraîchage dans une ceinture verte, quand on a des concurrences avec des productions à valeur ajoutée qui sont beaucoup plus importantes, peut être peut être un frein assez important sur les territoires. Donc là, les PAT ont quand même toute leur importance pour essayer de lever ces leviers, de flécher des terres à destination de jeunes installés, en fait, pour relocaliser l'alimentation, parce que euh, quand on prend la filière cognac, par exemple, on voit qu'on n'est pas du tout, on est sur une filière un peu qui a des problématiques de luxe comparée à l'alimentation. Quand moi, par exemple, je produis du légume sur l'exploitation. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à installer ces personnes-là, la question se pose de la pérennisation du modèle, parce que la plupart de ces installations hors cadre familial n'arrivent pas à tenir les 5 premières années. Souvent, c'est à cause de problèmes de trésorerie, de revenus. Et donc, c'est là qu'en fait, on voit que la loi Egalim, elle a toute sa place pour permettre à des gens qui s'installent d'essayer de trouver des débouchés, trouver une espèce de stabilité dans les débouchés, de pouvoir massifier aussi les débouchés. Donc, nous, c'est un travail qu'on fait sur l'établissement. On travaille beaucoup avec les cantines. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on évoque beaucoup avec les jeunes, mais plutôt avec les adultes qui, eux, sont vraiment en recherche d'un modèle d'installation qu'ils vont pouvoir reproduire ensuite une fois qu'ils seront à leur compte. C'est d'aller chercher des soutiens au niveau de la restauration collective, notamment quand on est, comme nous, à proximité d'une ville de taille quand même assez importante. Voilà.
Merci beaucoup. J'ai bien entendu, hein, vous nous avez bien expliqué un des enjeux qui est en fait, de recruter des apprentis et puis ensuite de parvenir à les installer et de sécuriser leur exploitation. Est-ce que vous pourriez revenir aussi sur l'enjeu de durabilité des pratiques et de transformation des pratiques pour aller vers plus de changement de pratiques, notamment vis-à-vis de l'environnement et de la santé des professionnels? Oui, donc bah, nous, dans l'enseignement agricole, ça fait un moment qu'on a pris le tournant de la transition agroécologique. Ça fait partie de nos missions en tant que, bah, moi je suis fonctionnaire, en tant que fonctionnaire d'apprendre aux élèves, aux apprenants de façon générale à se produire autrement. On en est à la fin du deuxième plan d'enseigner à produire autrement. Donc c'est vraiment montrer à l'ensemble des apprenants, et ces apprenants, donc ça peut être apprenant, c'est un terme générique pour parler à la fois des lycéens, des apprentis, quel que soit leur niveau, et des stagiaires adultes, que ce soit des stagiaires en formation longue ou en formation courte. J'explicite parce que tout le monde n'est peut-être pas forcément au fait de ce terme. Donc, quand je parle d'apprenants, je parle à la fois de jeunes qui sont parfois en troisième. Nous, sur l'établissement, par exemple, on a des formations qui vont de la troisième au BTS, et puis on a aussi des gens qui sont en reconversion, qui ont déjà eu une vie professionnelle par le passé. Donc, ça peut être aussi des professionnels qui cherchent à se former par le biais aller plus loin dans leur formation par le biais de formations courtes sur l'établissement. Donc, notre mission, c'est de montrer à ces gens comment produire dans un contexte de transition écologique, dans un contexte de changement climatique, comment s'adapter, comment essayer d'atténuer aussi les changements climatiques. Donc, et puis en ayant tout le temps à l'idée, à l'esprit les enjeux de santé publique. Donc nous, dans l'enseignement agricole, on a des injonctions, des encouragements à travailler avec des signes officiels de qualité. L'exploitation sur laquelle je travaille, par exemple, est convertie au bio depuis les années 2000. Donc à l'époque, on était quand même assez précurseurs, mais dans l'enseignement agricole, il y a beaucoup d'exploitations en Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, c'est un attendu que toutes les exploitations de lycées agricoles aient au moins un atelier en agriculture biologique. Donc le but, c'est de montrer aux élèves, aux apprenants de nouvelles pratiques, mais aussi un ensemble de pratiques, en fait, parce qu'on ne se cantonne pas forcément à une seule pratique sur les exploitations, on peut avoir des modèles qui se côtoient. Nous, enfin, je vais reprendre le cas de l'exploitation sur laquelle je travaille, à Chadignac. Clairement, on a une participation pédagogique qui est très importante sur l'exploitation, ce qui veut dire qu'on a tout le temps des gamins dans les serres, on a tout le temps des stagiaires qui sont au contact avec les végétaux, que ce soit en horticulture ou en maraîchage. Dès les années 2000, il était plus entendable d'un point de vue sociétal, de continuer à traiter en fait dans les serres et avoir ensuite les jeunes qui soient au contact des plants, même en respectant les délais d'entrée à la parcelle ou ce genre de choses. On a des salles de classe qui sont situées dans les serres, dans l'exploitation. Donc voilà, je pense que même pour les parents, c'était plus envisageable de pouvoir mettre des élèves au contact de ces pratiques. Donc sur le maraîchage, on est en bio, c'est pas le cas sur l'horticulture. Malgré tout, sur l'horticulture, on est aujourd'hui en zéro phyto et on utilise uniquement la protection biologique intégrée. Donc nous, il y a deux choses, je dirais, qui font que on a souhaité changer de pratique sur l'exploitation. Déjà, il y a le fait que bah, ce soit dans nos missions, ce soit dans nos valeurs, dans l'enseignement agricole, d'essayer de trouver des façons qui soient plus durables de produire. Et en plus de ça, d'un point de vue très pratique, sur mon exploitation, en tout cas, il y a le contact permanent avec les élèves qui faisait qu'à un moment, c'était plus soutenable de continuer à traiter. Bon, alors malgré tout, je ne veux pas jeter la pierre sur les exploitations, notamment au lycée agricole, qui continuent à traiter ce genre de choses. L'important, c'est d'avoir de bonnes pratiques. Nous, la structuration de l'exploitation et la fréquentation pédagogique faisaient que c'était difficilement soutenable, difficilement entendable en tout cas, de continuer à traiter. Donc, Effectivement, ouais, effectivement, Madame Plantureau, vous me disiez que le premier vecteur de votre déclic, entre guillemets, pour changer les pratiques, puisque vous disiez que vous avez été assez précurseur, en dépit effectivement des politiques nationales incitatives, c'était le vecteur de la santé et du social. Et du coup, je me tourne vers Monsieur Frechemont pour vous demander, vous, enfin, en Nouvelle-Aquitaine, quel a été, si je veux dire, le déclic pour créer ce campus de l'alimentation qui est unique en France, hein, puisque vous m'aviez dit que il y avait auparavant cette formation qui était proposée, mais que ça n'était plus le cas, jusqu'à ce que ce projet de campus renaisse. Alors, pour être précis, il n'y a plus de formation, de diplôme officiel sur la restauration collective par l'éducation nationale. Il existe des titres qui sont délivrés notamment par les Greta, par
L'idée de l'école de la restauration collective sur Grand Pont, c'est d'abord parce que ça a été rappelé au début du webinaire, tout comme l'hôtellerie traditionnelle, les collectivités et le secteur public a des difficultés de recrutement. Je dirais même sans doute le secteur public a davantage de difficultés pour recruter des chefs ou des cuisiniers et puis d'autres métiers liés à la restauration collective. Et donc, le conseil régional, comme sur les autres campus, sur les métiers en tension, a décidé, avec Régis Marcon, vous savez, qui est un célèbre chef étoilé, mais qui est très attaché à la restauration collective. Et je prends son exemple parce que euh, j'étais avec lui l'autre jour sur un séminaire et son restaurant étoilé est sur la commune de Saint-Bonnet-le-Froid et il y a une cantine au niveau de la commune où il y a une cinquantaine d'élèves et il y va souvent pour faire la cuisine pour les élèves. Alors bien évidemment, c'est une restauration collective à 50. On a l'image bien sûr d'une restauration collective où il y a davantage de monde, mais ils ont les mêmes difficultés de recrutement, de travail, d'adaptation, puisque c'est un métier qui a beaucoup évolué. Et donc la région a décidé de se lancer, comme sur les autres campus qu'elle a pu créer avec le rectorat académique ou avec la DRAF, de se lancer aussi dans ce campus qui sera effectivement unique en France et on espère qu'il y en aura d'autres, bien évidemment, mais pour l'instant, on ne souhaite pas être trop concurrencé dès le départ et qui sera installé à Poitiers. L'idée de ce label, en tout cas Talent et Territoire, qui est décerné par la région Nouvelle-Aquitaine, c'est donc de répondre à ces métiers qui sont un peu en tension et donc de travailler sur la formation continue et sur, comme je le disais tout à l'heure, sur de la formation en réinsertion, réorientation sur ces métiers de la restauration collective. C'est de répondre donc à une demande économique sur le territoire. Et puis, aussi, l'idée de ce campus labellisé, c'est qu'il y ait des coopérations entre acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Je le dis, nous, on sera un ensemblier, on recevra tout le monde, tous les organismes publics de formation. Parmi nos membres, nous avons le CROUS, nous avons le CHU. Donc, on travaillera avec les organismes tels que le CNFPT pour la territoriale, en tout cas tous les organismes de formation publique en restauration collective. Et puis, on travaillera aussi avec le secteur privé qui souvent font appel, ont leur propre centre de formation ou font appel à des prestataires privés, mais font leur formation chez leurs clients principalement. Nous avons aussi parmi les membres de notre conseil d'administration deux sociétés privées de restauration collective. Et donc, en quelque sorte, la région a labellisé notre campus comme d'autres parce qu'il y a une forte demande, parce que les pratiques aussi évoluent et nous espérons être fiers, en tout cas dans les quelques mois de ce label. Et en tout cas, on le porte avec envie. Les échanges qu'on vient d'avoir, ça nous a permis un petit peu de comprendre un peu effectivement quels étaient les enjeux, à la fois le contexte de ces filières, parfois des incitations au niveau de la réglementation sur l'obligation, par exemple, d'avoir un atelier bio dans chaque lycée agricole. J'aimerais bien qu'on approfondisse peut-être un petit peu sur les actions que vous mettez en place pour commencer sur répondre aux enjeux de durabilité. Madame Plantureux, vous avez évoqué le fait que vous êtes en zéro phyto, mais vous avez aussi évoqué le fait que c'était plus facile avant d'être démonstrateur du bio qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça et aussi nous parler du travail au-delà de la transformation
du contenu de l'enseignement que vous proposez, aussi du travail de coordination avec les chefs du lycée, enfin de la restauration collective du lycée, qui est aussi un exemple de transformation des pratiques et d'approvisionnement local. Oui, alors je veux pas faire le coup du c'était mieux avant, le bio, tout ça, mais en fait, c'est que le contexte a changé. Donc aujourd'hui, sur la commercialisation, c'est vrai que en tout cas sur le légume bio, c'est un petit peu difficile. Mais ce qui fait que c'était plus facile d'être démonstrateur du bio avant, pour reprendre les termes exacts, et notamment quand on est une exploitation de lycée agricole, c'est que les attentes en termes d'équilibre financier n'étaient pas les mêmes vis-à-vis des exploitations agricoles quand il y a une vingtaine d'années, par exemple. Aujourd'hui, on attend d'une exploitation agricole, de lycée agricole, qu'elle soit un reflet du milieu professionnel, donc qu'elle atteigne l'équilibre économique afin de financer au moins une partie de l'investissement, parce qu'on est quand même bien subventionné, mais aussi la main-d'œuvre salariée qui est de droit privé sur les exploitations. Donc, on doit apporter un soin tout particulier au fait que nos pratiques, je veux dire, le pilier économique, c'est un des piliers de la durabilité. Donc, si on veut des exploitations, si on veut vouloir démontrer des exploitations ou des modèles qui sont durables, il faut qu'on démontre quand même que d'un point de vue économique, c'est durable aussi. Donc, c'est plus ou moins facile selon les productions. C'est vrai qu'en maraîchage, je vais pas sortir les violons, mais c'est quand même pas facile. Donc, on est en réflexion justement pour se demander quels sont les leviers qu'on a à disposition pour essayer de démontrer aux élèves, aux apprenants en général, un modèle qui soit et vertueux pour l'environnement et vertueux pour les personnes qui portent ce modèle, en fait. Parce que une exploitation qui n'est pas durable, une exploitation qui génère pas d'argent, il y a un moment, ça veut dire qu'il y a il y a un exploitant qui n'en vit pas derrière. Donc, pour nous, le fait de travailler avec la restauration collective, ça a été identifié dans notre contexte comme un levier qui nous permettrait de générer plus de revenus sur l'exploitation. Donc déjà parce qu'on a de la facilité à travailler avec les cuistots de nos trois cantines. Alors surtout, alors pour vous resituer, on a deux lycées qui sont situés à Saintes. Moi, je suis située à Saintes et on a un lycée qui est situé à Jonzac. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué de travailler avec Jonzac parce qu'il y a quand même 3/4 d'heure de route. Je vais pas aller lui livrer de la marchandise fraîche tous les jours. Mais le fait de travailler très régulièrement avec la cantine qui est située à Chadignac et très régulièrement, à raison d'une fois par semaine, avec la cantine qui est située sur notre autre site à Saintes, le lycée des Claudes, ça nous permet déjà de générer un certain volume de chiffre d'affaires. Et on voit que entre ces deux cantines, ils sont pas tout à fait au même niveau sur le chemin du travailler avec le producteur local. On a beaucoup de facilité à travailler avec Chadignac parce que historiquement, il y a un gros lien entre l'exploitation et la cantine. Les élèves viennent, ils travaillent sur l'exploitation, ils retrouvent le midi la salade qu'ils ont cultivée quelques semaines plus tôt. Et en plus, il y a une souplesse particulière à travailler avec cette cantine parce qu'on fait peu de couverts. Je pense qu'en général, on tourne autour de 200 couverts par service le midi, et ça doit être 100 ou 150 le soir. Donc on fait peu de couverts, on a une équipe qui est quand même bien dotée en termes de restauration. Ils sont 4 cuisiniers, je pense, ce qui leur permet de travailler du produit frais, parce que c'est vrai que c'est très important aussi. Une courge, une pomme de terre, il y a des légumes qu'on peut mécaniser, on peut essayer d'équiper les cantines, comme Ludovic le disait tout à l'heure, mais il y a des moments où, quand on travaille avec du produit en local, on peut se retrouver avec des légumes qui sont hors calibre, on peut se retrouver avec des légumes qui sont pas tout à fait conformés comme on s'y attend, et donc là, c'est du travail manuel. Nous, pour vous donner une idée, je crois qu'on a un équivalent temps plein à la cuisine qui fait de l'épluchage de légumes par semaine. Donc c'est quand même, on mange du produit frais, on mange très bien à la cantine de Chadignac, mais il y a ce lien géographique et une espèce d'affection en fait entre l'exploitation et la cantine qui permet de faciliter le travail. Et ensuite, il y a aussi le fait que la cantine soit bien dotée en termes de personnel. Des Claude, on est un petit peu en arrière en termes de collaboration, déjà parce que géographiquement, on est un peu plus loin. Bon, alors c'est pas non plus énorme, hein, il y a 10-15 minutes de route, mais ça veut dire qu'on n'a pas pris cette habitude de travailler tout le temps ensemble. Et en plus de ça, c'est une cantine qui est un peu plus grosse. Je pourrais pas vous citer combien de couverts ils font précisément. Je crois qu'ils sont à 300, 350. Donc on n'est pas non plus sur des cantines qui sont très importantes, hein. On n'est pas sur du 500 couverts, 1000 couverts. Mais malgré tout, ils ont une équipe qui est un peu moins importante et qui permet moins de travailler du produit frais. Donc pour nous, bah, sur l'exploitation, c'est très important de travailler avec les cantines parce que, notamment
gaspillage alimentaire, parce que dans la loi Egalim, on parle de réduction du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, moi, je considère que c'est pas seulement au niveau des cuisines qu'il a lieu, ou même au niveau de l'assiette quand les élèves veulent pas manger, c'est dès l'exploitation, en fait. Bah, les exploitants, de temps en temps, ils ont des effets d'aubaine sur un légume et ils n'ont pas les débouchés en face, ou alors ils ont des légumes qui sont un peu moches, qui sont hors calibre. Et le fait d'avoir une cantine qui puisse absorber dans une certaine mesure ces trop plein de production ou ces légumes qui sont pas tout à fait normés, eh ben, c'est quand même vachement confortable et puis ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Donc, Juste, je voulais demander une précision parce que vous disiez que c'était pas forcément évident, quand bien même ce sont des cantines qui appartiennent au lycée, pour des questions de proximité, de faire changer ces pratiques et de travailler les produits frais issus des exploitations du lycée. Depuis quand est-ce que vous avez mis en place cet approvisionnement du lycée à la cantine du lycée? Et est-ce que ça a été compliqué de faire oui, changer peut-être les pratiques? oui, bah alors les pratiques, elles évoluent encore, hein. À Chadignac, donc le lycée de Chadignac, le lien entre l'exploitation et la cantine, il est historique. Je saurais pas vous dire quand ça a commencé, j'étais pas encore là. Mais donc, ça fait partie de nos habitudes de fonctionnement. Des Claude, euh, il y a de la proximité géographique hein, quand même, mais on n'est pas tout le temps là. On se croise pas le midi pour en discuter, on se croise pas. C'est ça, c'est en fait ce que je veux dire par cette proximité géographique, c'est une proximité des personnes avant tout. Donc le travail à fournir pour essayer d'accorder nos violons, eh ben, c'est du travail qu'on fait en plus de ce qu'on peut faire à Chadignac. Donc c'est des réunions, hein, tout simplement. J'ai rencontré par exemple les chefs cuistots il y a 2 jours pour essayer d'identifier quels étaient leurs freins, eux, dans les restaurations, connaître leurs besoins en termes d'approvisionnement sur certains légumes. Alors, l'exploitation de Chadignac n'a pas pour vocation de produire l'intégralité des légumes des 3 cantines. Il faut quand même qu'ils fassent fonctionner les producteurs, les autres producteurs du coin, qui sont notamment d'anciens apprenants de notre site, mais qu'on identifie au moins des légumes que moi je sais bien produire et dont eux ils ont besoin en quantité importante, histoire d'essayer d'augmenter en fait les volumes de légumes qui sont pris par les cantines sur l'exploitation. Donc ça concerne notamment du poireau, par exemple, ça concerne notamment de la courge. Il y a un gros besoin dans les cantines sur les salades, mais il se trouve que nous, les salades, on a du mal, par exemple, à les approvisionner de façon très régulière. Or, une cantine, elle a besoin de tant de salades par semaine, et puis c'est quelque chose qui bouge pas. Donc c'est pour ça que c'est important pour eux aussi de garder du lien avec d'autres producteurs sur le territoire. Il ne faut pas qu'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, et nous, c'est pareil. On n'a pas pour vocation à ne produire du légume que pour les cantines. Mais malgré tout, on a ce canal qui fait qu'on est le même établissement, c'est la même trésorerie. Enfin voilà, il faut qu'on s'entraide. Et, euh, et donc c'est pour ça que quand on n'a pas ces antécédents, cette historicité de travail avec la cantine, c'est important de trouver des temps pour y réfléchir, pour planifier, pour programmer. Donc, il y a certains producteurs qui aimeront cette idée de programmer, de planifier, de s'engager sur des marchés. Encore qu'il faut y aller avec prudence, hein, parce que bon, bah, on est quand même sur des productions où il peut y avoir de forts effets de saisonnalité. Mais ça permet au moins d'avoir une vision. Moi, si je sais que 20% de mes poireaux, des poireaux que j'ai plantés, je suis assurée de les vendre d'une façon ou d'une autre dans les cantines, bah déjà, c'est déjà une sécurité. Je sais que je peux planter du poireau. Voilà. Ouais, ça, Et ouais, pardon. Non, je disais ouais. ça, on pourra effectivement en reparler sur le rôle Ça du marche. territoire Ouais. dans le soutien à la fois aux exploitations et aussi aux exploitations des lycées agricoles. Je voulais me tourner vers Monsieur Frechemont sur cette même question de la réponse aux enjeux de durabilité dans l'offre de formation que vous allez proposer. Quelles sont les dimensions innovantes euh, qui ont trait au campus du régional de l'alimentation, notamment l'innovation qui est permise enfin, via le comité scientifique dont on parlait quand on préparait l'échange. Oui, ça sera ça sera le travail du comité scientifique et stratégique qui est présidé par Régis Marcon et dont, je le disais tout à l'heure, plusieurs membres en font partie et je pense notamment à Bordeaux Sciences Agro, je pense à l'INRAE, je pense à un membre de l'inspection de l'éducation nationale ou notamment un membre des institutions de recherche en matière de santé. Je cite souvent deux exemples
en matière de recherche sur lequel nous, on continuera de travailler. Je cite l'exemple qui a été travaillé par la Sénat. Je reviens à eux puisque je suivais dans une vie antérieure les marchés alimentaires que passait la Sénat pour les lycées et les collèges en Gironde. Ils ont travaillé en lien avec Bordeaux Sciences Agro pour supprimer petit à petit les additifs dans les marchés, dans les appels d'offres pour les... Et ça a été un rapport de force, mais au bout de quelques années, ils sont arrivés à améliorer ce travail, faire en sorte que les aliments aient moins d'additifs pour servir une cuisine un peu plus saine aux collégiens et aux lycéens. Et le deuxième exemple, c'est un exemple sur le matériel auquel ce sera un travail aussi en recherche et développement que nous ferons. Il a été voulu par la région sur la vaisselle allégée. C'est-à-dire que on parle tout à l'heure, Clotilde parlait de services de 300 couverts. Il faut savoir qu'en restauration collective, il peut y avoir des services jusqu'à 3000 couverts jour. C'est quand même assez conséquent. Et la région a des lycées de dimensions différentes, euh, qui va de 500 à 2500 couverts jour. Et le matériel est lourd à transporter et on sent bien, pour avoir questionné des responsables de grosses cuisines centrales, que la posture des agents, cet aspect santé est très important. Et sur cette vaisselle allégée, la région a fait le choix de passer un accord, une expérimentation avec une société, et elle est arrivée à avoir une vaisselle allégée qui a permis d'avoir des charges moins lourdes, moins conséquentes pour le personnel au service en restauration. Et je cite souvent ces deux exemples et ça sera euh, une part importante du travail de ce comité scientifique et stratégique avec les labos de recherche, avec les universitaires, pour travailler à la fois sur les aliments et sur le matériel. On n'en est qu'au début, bien évidemment, mais les échanges que nous aurons à la fois avec ceux qui pratiquent au quotidien la restauration collective, qu'elle soit publique ou privée, nous permettra d'avancer bien évidemment sur cette question qui nous paraît très importante et qui sont des enjeux de santé, de nutrition extrêmement importants en restauration collective. Effectivement, c'est intéressant ce que vous dites sur le travail sur la vaisselle allégée parce que ça contribue à l'amélioration du confort dans ces métiers-là et qui lui-même, ce confort peut contribuer aussi à l'attractivité, enfin, au renforcement de l'attractivité de ce métier. Je voulais vous poser la question, Monsieur Frisson, sur justement cet enjeu d'attractivité à la fois des métiers et du coup derrière de la formation. Est-ce que vous avez une idée euh, de comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous assurer de remplir un petit peu les effectifs de la formation? À quoi faut-il s'attendre dans les effectifs et dans les profils qui seraient susceptibles de se former chez vous dans les années à venir? Et comment est-ce que vous réfléchissez justement à ce défi du recrutement? Alors, vous donner des chiffres, c'est un petit peu difficile parce que pour tout vous dire, nous sommes en train de travailler sur la pré-programmation du site dont je vous parlais tout à l'heure, qui va accueillir des plateaux techniques avec une AMO, avec un cabinet d'architecte et un cabinet conseil en cuisine. Donc, l'idée d'abord, c'est d'essayer de répertorier avec les organismes de formation publique les quantités de personnel et de l'autre côté, de travailler avec l'éducation nationale et la DRAF sur des publics plus spécifiques ou des compléments de formation. Euh, on a
quand même un chiffre qui est important, c'est on a à peu près 90 000 emplois dans la restauration collective en Nouvelle-Aquitaine, qu'elle soit publique ou privée, et donc on sait qu'il y a toujours des enjeux de formation continue. Donc nous sommes en plein recensement actuellement pour la phase de pré-programmation du site. Alors je peux malheureusement pas vous donner des chiffres précis pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une forte demande sur des modules de formation, bien évidemment, totalement différents. En formation continue, il y a de la formation courte comme un peu plus longue, et pareil sur des compléments ou des colorations de diplômes. Donc c'est un travail qui est en train de se faire, et nous espérons pouvoir lancer la programmation d'ici la fin de l'année. Entendu, merci beaucoup. Vous m'aviez dit aussi qu'il y avait effectivement, vous en aviez parlé tout à l'heure, des préjugés sur le métier. Vous aviez fait un sondage auprès des lycéens qui pensaient que souvent la cuisine était faite ailleurs, alors Alors, c'est la région qui avait fait un sondage, et Ok, notamment le service en question, qui est le service restauration durable. Et effectivement, la surprise euh, était que beaucoup de lycéens pensaient que les repas étaient faits ailleurs, alors que la région a fait le choix comme d'autres collectivités d'ailleurs, de produire sur place. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les rénovations, je sais, de cuisine, elle ouvre de plus en plus vers le self pour que les, euh, les apprenants, c'est-à-dire les lycéens et les convives, voient bien que la restauration est faite sur place. ok, merci beaucoup. Même question pour côté agriculture, Madame Plantureau, vous avez, je reprends vos termes, ça fait pas rêver. Le métier d'agriculteur et peut-être a fortiori de maraîcher, maraîchère. Comment est-ce que vous vous y prenez, vous? Vous avez parlé du fait qu'après le Covid, la promo était pleine à craquer. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours les mêmes types de profils? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer aux différents types de profils et quelles actions vous mettez en place à l'échelle du lycée pour pouvoir recruter? Oui, alors ce sera des actions à l'échelle de l'établissement plutôt, puisque là, donc les trois lycées, le CFA, le CFPPA, les trois exploitations, puisque on avance de front là-dessus. Oui, ben, c'est vrai que je retrouve tout à fait les problématiques de l'enseignement agricole dans celles du recrutement sur la restauration collective. J'avais pas autant de notions que ces métiers faisaient face à ces difficultés aussi. Donc nous, c'est vrai que je parlais d'une promo pleine à craquer en sortie Covid. Il s'agissait uniquement des formations adultes, donc des gens qui voulaient, voilà, pour qui le Covid avait servi de déclencheur pour redonner du sens à leur métier, à leur vie et puis à l'alimentation aussi, parce que souvent le raisonnement il commence par l'alimentation. Les gens commencent par se demander ce qu'ils ont dans l'assiette avant de se dire en fait finalement je préfère produire ma nourriture et puis être à l'origine d'une nourriture qui est saine et qui est durable. Donc, bah, nous, comment on fait face à ces problématiques de recrutement? Déjà, il faut savoir que non seulement les métiers de l'agriculture font pas rêver, mais en plus de ça, on est dans un contexte pour les jeunes de creux démographique. Donc, en fait, l'apprenant devient de plus en plus rare, les formations sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus diversifiées. Donc, nous, l'enseignement agricole, il faut qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est une question qu'on n'est pas les seuls à se poser hein, sur l'agrocampus de Saintonge. Il y a une campagne de communication du ministère de l'Agriculture qui s'appelle L'Aventure du Vivant, qui vise à redonner des lettres de noblesse au métier de l'enseignement agricole, en communiquant sur le fait que ben, déjà les agriculteurs, c'est pas des bouseux. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est des gens qui sont extrêmement bien formés, qui sont extrêmement techniques, qui utilisent les nouvelles technologies, et aussi sur le fait que l'enseignement agricole ben, ne forme pas que des futurs agriculteurs. On a plein de types de métiers, on a de la vente, on a du service à la personne. Donc, donc, ces campagnes de communication, elles existent au niveau national et nous, au niveau de l'agrocampus, on a fait le choix il y a peu de temps, comme d'établissements de l'enseignement agricole, de recruter une chargée de communication qui va pouvoir porter sur le territoire nos valeurs, qui va pouvoir porter nos formations. Et on a aussi tout un travail à faire sur ces formations, histoire de les adapter, de leur donner une coloration. J'entendais tout à l'heure, nous, on est tout à fait dans ces démarches-là leur donner une coloration qui en fait euh,
intéresse, parle aujourd'hui à nos apprenants, à nos futurs apprenants. Par exemple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi beaucoup de formations dans le secteur du paysage. Sur le BTS d'aménagement paysager, il est question de donner une coloration plutôt tournée vers la collectivité, le lien avec les mairies sur la voie scolaire, et sur la voie par apprentissage, on donnerait plutôt une coloration sur l'entrepreneuriat et donc on essaye de distinguer en fait nos formations par rapport par rapport à d'autres secteurs, et surtout de faire appel à des, euh, à des intérêts aujourd'hui qu'ont nos apprenants. Donc c'est vrai que euh, ça nous demande aussi de revoir nos référentiels de formation, parce que l'idée, c'est pas de faire de la communication et de proposer rien du tout aux apprenants une fois qu'ils sont entre nos murs, hein. Donc nous, ça nous demande de revoir entièrement nos supports de formation, nos référentiels de formation, pour les adapter aux questions que se posent les jeunes en fait aujourd'hui sur, sur les enjeux climatiques, sur la biodiversité, sur les enjeux sociaux également. J'aimerais bien qu'on prolonge la discussion là, autour de justement cet enjeu de recrutement. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir intérêt à ce que des professionnels remplissent vos formations respectives. Je pense que les territoires, également, les collectivités notamment, ont aussi cet intérêt-là. Et je pense que les territoires jouent un rôle dans la facilitation à la fois au recrutement et à l'installation, enfin, et à l'emploi, à l'embauche des futurs professionnels. Et du coup, je voulais vous poser la question, enfin, notamment parce que je voulais citer aussi le rapport du Césaire qui est apparu en 2021, qui s'intitule Pour un nouveau pacte social, réaliser la nécessaire transformation agroécologique, dans lequel on s'est plutôt focalisé du coup ici sur l'agriculture, mais une des raisons qui explique le faible taux de renouvellement des exploitations et donc de l'installation des agriculteurs, et entre autres le manque d'attractivité de certains territoires, le manque de communication entre les filières et territoires. Donc je voulais savoir, vous, à votre échelle, quel est le lien que votre établissement entretient avec les acteurs publics et privés du territoire, par exemple les collectivités, mais aussi France Travail, les autres acteurs de l'emploi, et quel rôle le territoire pourrait et devrait jouer selon vous? On va peut-être commencer par Monsieur Fréchefond pour répondre à cette question. Alors nous sommes accueillis actuellement au lycée Kyoto dont le proviseur, Monsieur Leclerc, est membre de notre conseil d'administration. On a effectivement pas mal de collectivités au sein de notre conseil d'administration. Euh, Comme je vous l'ai dit, il y a le conseil régional, le rectorat académique, la DRAF. Il y a aussi des collectivités proches que sont Grand Poitiers et la ville de Poitiers, puisque nous travaillons avec eux, notamment sur le projet du futur site à Grand-Pont. Nous avons le réseau des REANA, des lycées agricoles, bien évidemment, avec qui nous travaillons, parce que il y a une idée derrière à Grand-Pont de travailler avec une agriculture locale. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a Bordeaux Sciences Agro qui est partenaire du campus, tout comme le Crous de Poitiers, et puis le CHU de Poitiers avec qui nous travaillons. Donc on est aussi dans un contexte local, même si nous avons une dimension régionale pour ce campus. Et sur cette dimension régionale, on a la Sénat, on a Agores qui est le rassemblement des professionnels au niveau de la restauration collective de ce que j'appellerais de premier degré, c'est-à-dire des communes, qui est très importante également. Et puis au niveau national, nous avons deux, Sodexo et Compass Group, en termes de restauration privée avec qui nous travaillons. Mais l'idée, bien évidemment, c'est de travailler avec des acteurs au niveau local,
mais on se doit d'avoir aussi, parce que c'est notre objectif, une politique, en tout cas un travail au niveau régional. C'est le sens aussi du futur CMQ, du campus des métiers et qualifications sur lequel Jean-Yves Delamède, le directeur opérationnel, travaille, avec ce regroupement des lycées hôteliers et des lycées agricoles de la région. Donc, le territoire, il est extrêmement important, bien évidemment, au niveau local. Il est aussi important sur toute son territoire. Et on sait qu'on dépassera aussi un peu ce territoire parce qu'on a des demandes de la part d'autres collectivités. Mais pour l'instant, c'est déjà un bon périmètre pour nous. Merci beaucoup. Et maintenant, je me tourne vers Madame Plantureux, pardon. Même question, comment est-ce que vous dialoguez avec le territoire pour remplir les formations et peut-être pour ensuite soutenir la profession agricole sur le territoire? Vous m'aviez évoqué pas mal de points sur lesquels les territoires, enfin, les acteurs publics mais aussi privés pouvaient soutenir. Oui, alors nous, dans nos établissements, il y a deux choses, hein. Moi, je peux parler en tant que représentante de l'agrocampus de Saintonge ou en tant que représentante de l'exploitation laitière de Chadignac. Je vais peut-être commencer par parler de la production. Donc nous, au niveau de la production, c'est vrai que le lien avec les restaurations collectives, il n'est pas toujours facile. Il y a un besoin de rencontrer en fait les acteurs qui sont à l'intérieur des cantines, que ce soit les chefs cuistots ou les gestionnaires, parce que c'est pas forcément, quand on est habitué au marché public, en fait, c'est pas forcément facile de passer en direct en fait avec un agriculteur. Nous, en tant qu'agriculteurs, ça peut nous demander aussi de nous regrouper parce que parfois, donc moi je livre sur des cantines qui ont des petits volumes de couverts, mais il nous est arrivé de travailler avec l'agglomération de Saintes. Il me semble que l'agglomération de Saintes, on est sur 5000 couverts. Donc pour fournir un légume sur 5000 couverts, il y a parfois plusieurs maraîchers parce que c'est des petites structures dans le coin qui ont besoin de se regrouper. Donc ça nécessite à la fois un travail en amont avec d'autres producteurs et en aval en fait avec les gestionnaires dans les lycées notamment et puis les chefs cuistots. Donc on a régulièrement des contacts quand même avec des communautés d'agglo dans le cadre ou non des PAT. Je vois qu'il y a le CIAP Champ du Partage qui participe au webinaire, par exemple. Ben, on a travaillé avec eux sur l'installation d'un projet d'espace test sur la communauté d'agglo de Royan, où est installé mon ancien apprenti sur l'exploitation. Donc voilà, il y a des liens privilégiés qui existent dans les établissements agricoles entre les collectivités et les exploitations. Mais bien entendu, ces partenariats, ils se retrouvent aussi sur le territoire à l'échelle de l'établissement tout entier pour mettre en place, par exemple, des formations. Donc nous, en tant qu'agrocampus, on est intégrés au territoire, mais on est aussi au service de territoire, à l'écoute des professionnels, donc qui soient intégrés dans les institutions, dans les collectivités, ou que ce soit des entreprises du privé. Quand on a des gros besoins dans les entreprises du paysage sur une formation spécifique, bon, ben, l'agrocampus est capable de proposer des formations pour les professionnels. On travaille aussi beaucoup avec la Chambre d'agriculture aussi pour reparler d'acteurs qui sont plutôt orientés agriculture pour leur proposer des formations qui sont souvent des formations courtes. Donc voilà, on a vraiment un lien avec le territoire, avec les acteurs privés, publics, histoire de remplir nos formations et puis aussi eh ben de leur proposer en fait de se spécialiser ou d'augmenter leur savoir. Bien entendu, pour nos futurs installés, on a besoin aussi de travailler avec les collectivités pour avoir une certaine maîtrise du foncier. Il y a par exemple un forum de l'installation qui est organisé tous les ans sur l'établissement, sur lesquels sont conviés la Chambre d'agriculture, le point accueil installation, la MSA, et puis dans la mesure où c'est possible, les collectivités, histoire d'identifier des endroits où les jeunes pourront s'installer s'ils ont le souhait de s'installer sur le territoire en fait. Parce que nous, ce qui est important aussi en tant qu'établissement du territoire de la Saintonge, c'est de faire en sorte que les jeunes ils restent à proximité ensuite ou qu'ils s'installent sur notre territoire parce que c'est là qu'on crée une richesse d'acteurs sur le territoire. Donc c'est important
à trois échelles en fait pour nous de travailler avec les partenaires privés publics sur le territoire en tant que producteur stricto sensus, en tant qu'exploitation dans un lycée agricole et puis en tant qu'agrocampus de Saintonge, que ce soit pour avoir une maîtrise de la production, de la commercialisation et puis ensuite du recrutement, de la formation et de l'accompagnement de nos jeunes, quoi. On aurait pu aller encore plus loin sur les échanges, mais je pense qu'il faut aussi laisser la parole à celles et ceux qui nous écoutent. J'ai vu, Émilie, qu'il y avait une question qui a été posée dans le chat tout à l'heure. Comme on n'est pas extrêmement nombreux, je vous propose, je ne sais pas qui avait posé la question, est-ce qu'il veut bien? Oui, alors Jackie Baudry du département de la Charente, du coup, a posé une question sur est-ce que le ministère de l'Agriculture a pris en compte la notion de résilience, d'adaptation de l'agriculture, agroécologie, relocalisation de la production alimentaire, dans les programmes de formation dans les lycées agricoles? Si Monsieur Bonnet, vous voulez préciser ou prolonger votre propos, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, Sinon, oui, oui, allez-y. bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, oui, il se trouve qu'en Charente, on a un lycée agricole, le lycée de Loisellerie, et qu'on se rend compte qu'on est toujours dans un modèle dominant, voilà, qui est l'agriculture conventionnelle, que les étudiants sont toujours formés à ça. Alors, on voit des petites évolutions au fur et à mesure, mais cependant, on est loin du compte. Et je pourrais faire le parallèle, mais ça a été très bien évoqué. Ça a été très bien évoqué par M. Frechefond. C'est la même chose sur la formation de nos cuisiniers, où on sent bien que dans les formations initiales, ces notions de durabilité, vous l'avez évoqué, ces notions de durabilité, de plan de diversification aussi des protéines. Voilà, ça a été dit en introduction, vous l'avez dit en introduction, c'est pas nous qui le disons, ce sont les scientifiques. On a maintenant suffisamment de retours scientifiques qui nous prouvent par A plus B que notre système alimentaire de la production jusqu'à la consommation, il n'est pas résilient. Et donc, du coup, dans les formations initiales, qu'est-ce qui est fait pour qu'on puisse réellement faire cette bascule? Ouais. Voilà. Est-ce que Madame merci beaucoup. Est-ce que Madame Plantureux vous voulez réagir sur les formations? Vous disiez effectivement que c'était pas simple. Peut-être qu'il y a aussi des contraintes sur la rentabilité des exploitations qui peuvent Oui, expliquer. oui, Mais je oui. vous laisse répondre sur le bio Oui, alors et je le vais parler, conventionnel. enfin, je vais répondre à la question qui concerne le ministère de l'Agriculture. Donc oui, oui, tout à fait, hein, le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, nous demande d'intégrer dans les formations et dans les modes de production aussi les notions de résilience, d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Je vous parlais tout à l'heure du plan Enseigner à produire autrement, qui est, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais qui est en vigueur depuis au moins une dizaine d'années dans l'enseignement agricole. Le deuxième plan, Enseigner à produire autrement, vise, il y a deux axes notamment qui visent à encourager la parole et l'initiative des apprenants sur des questions qui tournent autour de l'agroécologie. On a un axe qui vise à mobiliser la communauté éducative autour de ces questions de l'agroécologie et bien entendu, pour mobiliser à la fois les apprenants et la communauté éducative sur ces questions d'agroécologie, de transition agricole, les exploitations, elles sont pivots dans les lycées agricoles pour montrer ces modèles. Alors, il se trouve qu'il y a des exploitations qui sont plus en avance que d'autres. Moi, je veux pas. Alors, il se trouve que je suis sur une exploitation qui fait du bio. Je veux pas opposer le modèle bio au modèle conventionnel. Il y a plein de pratiques différentes qui peuvent relever de l'agroécologie. Ça peut ne pas être des modèles en entier, mais des petites pratiques qui sont mises à droite à gauche. Il y a des filières sur lesquelles il est plus facile de faire du bio, par exemple en maraîchage, que sur des filières qui sont un peu plus techniques, la filière du cognac, par exemple, parce qu'il me semble que l'oisellerie, c'est quand même beaucoup du cognac qui est produit, et ben, sur lequel la filière bio existe pour ainsi dire pas. Donc c'est vrai que chacun à notre échelle, on met en place des pratiques qui sont agroécologiques, mais c'est difficile. Alors, je l'ai jamais visité, moi, l'exploitation de l'oisellerie. C'est difficile de dire à partir du moment où c'est conventionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Donc ces efforts, ils peuvent porter sur les modèles de production qui sont présentés dans les exploitations. Ils sont aussi présentés dans les modules par les enseignants, par les formateurs. Donc ouais, le ministère intègre totalement ces notions. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le ministère, hein. On a aussi des incitations de la part de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment le plan Néoterra,
qui touche l'enseignement agricole et tout particulièrement les exploitations de l'enseignement agricole, avec des attentes qui sont très très fortes en termes d'adaptation au changement climatique, en termes de préservation de la biodiversité, en termes de sortie aussi des pesticides de synthèse, avec un objectif qui est affiché qui est de 0 glypho dans les exploitations de lycées agricoles. Donc, à toutes les échelles, en fait, au niveau du ministère, au niveau de la région, on a quand même des politiques qui sont incitatives, fortes, pour se tourner vers l'agroécologie. Et je dirais que de façon générale, dans l'enseignement agricole, alors il y a peut-être encore quelques vieux de la vieille qui ne croient pas en l'agroécologie, qui continuent à prôner les modèles qui étaient dominants il y a maintenant 40 ou 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a fait le virage, au moins dans la tête, de l'agroécologie. Maintenant, c'est vrai que dans les pratiques, parfois, ça peut être un peu plus compliqué à suivre, notamment sur les exploitations agricoles, parce qu'on a cet objectif de rentabilité. Et donc, c'est vrai que parfois, c'est plus facile d'être rentable quand on est dans les vieux modèles. Je ne dis pas que ce sera toujours rentable, mais pour le moment, il y a des exploitations sur lesquelles la transition agroécologique, c'est pas qu'elle prend plus de temps, mais il faut la faire avec plus de précaution parce que les enjeux financiers sont quand même très importants et il faudrait pas comment dire, mettre en péril la santé financière de l'exploitation ou la production en ayant des pratiques qui soient peu parcimonieuses en fait. Voilà. Effectivement, Excusez-moi, et au-delà de... Ouais. oui, oui, pardon, juste pour Allez. prolonger, moi je veux bien entendre la notion de rentabilité, mais de rentabilité économique à court terme ou de rentabilité sur le plan des services rendus à la nature, à la biodiversité, à l'eau, à la santé, qu'on paye très cher. Donc, moi, je veux bien entendre parler de rentabilité, mais en fin de compte, cette bascule, on la fera uniquement quand on va se rendre compte que payer un juste prix par rapport justement à ces services rendus, etc., ça peut-être dans un système économique à moyen terme, ça ne tient pas la route, mais à court terme, mais sur le moyen et le long terme, c'est bien vers ça qu'il faut se tourner. Alors, J'ai pas bien compris. ouais, non, non, Malheureusement, la bascule est faite très je suis, lentement. je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aujourd'hui, ce qui détermine la rentabilité économique d'une exploitation, c'est notamment les rendements qu'elle est capable de fournir et les prix de vente qu'elle est capable d'obtenir. Donc c'est vrai que si les services écosystémiques étaient mieux rémunérés, et je sais qu'aujourd'hui il y a des moyens d'aller chercher des subventions, des aides pour rémunérer certains services écosystémiques, la transition agroécologique dans les exploitations, elle serait beaucoup plus simple. Nous, l'enseignement agricole, on a des missions en termes de rentabilité économique sur les exploitations agricoles. En tant que directrice de l'exploitation, je ne vis pas de l'exploitation agricole, mais on comprend que c'est encore plus compliqué pour des exploitants qui peuvent vivre de leur métier et qui peuvent avoir peur de... Donc moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que sécuriser des prix, sécuriser un revenu pour les agriculteurs, ça permettrait d'avoir une transition agroécologique qui soit plus simple pour les agriculteurs. Et au-delà, enfin, et vous m'aviez aussi parlé de, pour la conversion en bio, ce qui était aussi parfois compliqué, c'était notamment sur l'élevage, la Ouais. question des surfaces, parce que la conversion en bio implique mécaniquement plus de... Enfin, peut-être que vous pouvez l'utiliser avec vos mots parce que vous l'exprimez bien mieux, Oui. mais c'est pas pour dire qu'il faut pas le faire, mais c'est juste que ça rend vraiment complexe parfois. Le changement de pratique rend complexe euh, la possibilité de passer en bio, parce que si on passe en bio, potentiellement, il faut aller plus loin et décaler la formation, ce qui n'est pas forcément souhaitable pour la formation. Mais du coup, je vous laisse peut-être l'expliquer avec vos mots à vous. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à voir l'agroécologie que par le biais du bio, ce qui peut être un bon moyen d'y arriver, hein, mais qui est à mon sens pas le seul. En fait, quand je parlais de la question du bio, notamment dans les élevages bovins, c'est parce qu'on a le cas de l'exploitation de la pichonnerie. Donc, c'est une exploitation de notre établissement. Comme je vous disais, on a 3 exploitations, dont une qui produit du lait. Et donc là, on est vraiment sur un profil d'exploitation périurbaine dont les parcelles ont été grignotées petit à petit par l'urbanisation. Et donc là, si on veut du bio, il faut sortir les vaches du bâtiment. Et donc ça veut dire que si jamais on veut sortir les vaches du bâtiment, vu qu'il n'y a plus de prairies immédiatement à proximité de l'exploitation aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment pour accueillir le troupeau laitier, il faut peut-être construire les bâtiments à 10-20 km du lycée. Donc bien entendu, nous, il y a des enjeux en termes de formation parce que c'est plus facile d'avoir une exploitation qui est sur site plutôt que sur le site du lycée, plutôt qu'une exploitation qui est à 20 km.
Mais pour les agriculteurs du privé, c'est pareil, on déménage quand même pas une exploitation comme ça. Et donc, bah, parfois, il y a des contraintes spatiales, des contraintes d'ordre géographique qui font que certains leviers de la transition agroécologique sont possibles pour certaines personnes et d'autres pas. Et ça, bon voilà, la pichonnerie, c'est vraiment un cas précis. J'avais des collègues aussi qui perdaient régulièrement des pâturages à cause de l'urbanisation. Parce qu'en fait, il faut savoir que les lycées agricoles, ils sont quand même très rarement isolés au la Cambrousse, il y a quand même la proximité avec une ville qui est qui s'explique par l'historique parce que ben les élèves venaient, enfin voilà, il faut attirer des élèves. Donc les lycées agricoles étaient à proximité de villes de taille moyenne. Et donc c'est souvent des exploitations qui se sont fait rattraper par la périurbanisation et qui continuent à se faire rattraper par l'urbanisation. Donc oui, on perd des terres dans l'enseignement agricole. Je connais pas les données pour le privé, mais j'imagine que c'est la même chose. Donc il y a des moments, ouais, sur les problématiques d'élevage, oh, c'est plus compliqué. C'est pas le cas sur le maraîchage, hein. Sur le maraîchage, on est quand même, on a des contraintes qui sont, selon moi, bien loin de celles de l'élevage. Merci beaucoup pour ces compléments de réponse. Moi, j'aimerais m'adresser directement aux participants qui nous écoutent, et notamment s'il y a des élus. J'ai pas pu vérifier qui étaient connectés, mais en tout cas, je sais qu'il y avait des élus qui étaient inscrits. Donc, si vous êtes là, ou alors les techniciens textiles qui sont notamment en charge des projets alimentaires de territoire, est-ce que vous avez des relations avec les organismes de formation de votre territoire et comment est-ce que vous les soutenez et comment est-ce que aussi vous contribuez à la meilleure attractivité, la meilleure image des métiers? N'hésitez pas à prendre la parole directement parce qu'on n'est pas nombreux s'il y en a qui souhaitent témoigner de la relation, de la facilité à installer sur son territoire ou à recruter soit des cantiniers, gestionnaires de restauration collective, des agriculteurs, agricultrices. Bon, je comprends que ce soit un peu intimidant, mais s'il n'y a pas de... Ok. Ok. Héloïse, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour à tous. C'est très intéressant de vos témoignages. En général, nous, enfin, on est sur le pays bassin d'Arcachon-Val de Leyre, donc c'est les 3 EPCI qui bordent le bassin d'Arcachon avec le Val de Leyre, donc nous n'avons pas d'organisme de formation agricole. Mais voilà, comme j'écrivais dans le chat, c'est quelque chose que je souhaite vraiment développer, de pouvoir intervenir dans des centres de formation, dans des écoles d'agronomie, pour justement montrer que sur notre territoire, on peut installer, il y a des opportunités qui existent. Et donc, ben voilà, si Madame Plantureux, j'ai bien entendu votre souhait de garder vos élèves le plus proche possible. Mais sachez que voilà, la semaine prochaine, par exemple, j'interviens voilà, 1 heure faire le beau séjour pour justement me montrer un peu ce qui est possible de faire sur notre territoire, la particularité, tout le système de parrainage qu'on a avec les agriculteurs installés et voilà, ouvrir des perspectives sur notre territoire aussi. Si je peux me permettre d'intervenir, pardon madame. Merci beaucoup pour cet exemple. Allez-y. En fait, vous dites qu'il n'y a pas d'organisme de formation, mais la Réole en étant, Beau Séjour, on est un autre, lui privé, l'un le public et l'autre privé, mais c'est bien 2 centres de formation et donc la Réole est bien un site, une antenne, si vous voulez, de l'agrocampus Bordeaux-Gironde et c'est ce que j'écrivais dans le chat, c'est dans le but de répondre à des besoins de territoire. Donc voilà, je vous invite à reprendre contact avec moi si vous le souhaitez, mais en tout cas, on est bien présent sur le sud de Gironde. Bien sûr, mais on n'est pas sur le périmètre du PAT, je voulais dire. Ouais. Je pense que Excusez-moi, madame, je ne suis pas sûre de savoir qui vous êtes exactement. Est-ce que vous pouvez vous représenter? Oui, je suis Véronique Puchot-David, donc adjointe de direction CFA CFPPA, l'agrocampus Bordeaux-Gironde. Et donc, Ok, merci. je parlais du site de proximité du sud Gironde et le site de la Réole. Voilà. Très Je bien. n'ai pas trouvé Merci beaucoup pour cette précision. d'intervenir comme vous nous aviez invité. Je m'en excuse, mais... Merci beaucoup pour cette précision. Monsieur Bedin a levé la main, donc on va lui donner la parole.
Oui, bonjour. Donc, je suis Éric Bedin, je suis administrateur de SIAP Champ du Partage, qui est une structure créée il y a 10 ans, mais qui a démarré son activité seulement en 2018. Déjà parler de la relation étroite que l'on a avec les collectivités. Euh, on a une formation académique, on va dire, qui sont les lycées agricoles, les MFR, les écoles d'ingénieurs. Et puis, il y a toute cette formation de personnes qui veulent retrouver un sens à leur métier et qui font des reconversions qui ont des fois euh, c'est le grand écart quand même, hein. L'ingénieur informaticien qui veut faire de la permaculture dans l'île de Ré, on part de loin, hein, et on n'arrive pas souvent bien loin par contre. Donc, il y a quelques années de ça, la communauté d'agglomération Grand Angoulême nous a fait confiance pour installer un premier espace test permanent sur le site à côté du lycée de Loisellerie. Et nous, on est dans le cadre du lycée Camille Claudel, l'hôpital psychiatrique qui avait quelques terres. Ce qui fait qu'on doit avoir les carottes et les navets les mieux protégés de France, puisqu'il y a deux barrières pour y accéder. Donc nous, on n'a déjà pas ce problème de vol de matériel que certains de nos maraîchers peuvent avoir. Donc dès le départ, on a eu la confiance de Grand Angoulême et puis ensuite du département de la Charente, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu mettre en place une véritable dynamique de formation d'un certain type de porteurs de projets. On vient en complément des formations qui existent déjà. L'espace test, c'est une structure organisationnelle avant tout qui va faire appel à des sapiteurs sur les domaines qu'elle ne maîtrise pas, les pratiques culturelles, les choses comme ça, mais qui prend des jeunes en contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise, pour les accompagner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans vers le métier agricole qu'ils souhaitent sur le territoire où on les accueille. C'est-à-dire que l'objectif de l'espace test d'Angoulême, c'est d'installer des agriculteurs sur le territoire d'Angoulême. Alors, on l'a déjà fait. La grande masse de nos porteurs de projets, ce sont quand même des maraîchers. C'est dommage parce que c'est quand même le métier le plus ingrat, le moins bien valorisé, le moins bien rémunéré, celui qui permet d'avoir le moins de vie sociale, avec des horaires inadmissibles. Et de ce côté-là, moi je suis de Niort, donc je ne pourrais pas vous parler des pratiques sur Angoulême, mais on a quand même la problématique du revenu agricole à travers le prix de vente des productions agricoles. Et là, l'autre jour, le département des Deux-Sèvres organisait une réunion pour savoir s'il fallait ou pas investir dans une légumerie et à quel endroit on allait la mettre. Et à l'occasion des ateliers, moi j'étais à un atelier, il y avait une vingtaine de chefs de cuisine. J'aurais demandé combien respectaient la loi Egalim. Il n'y en avait pas un. Et c'était pas des petites cuisines, hein. C'était l'hôpital de Bressuire, c'était des lycées, c'est sidérant. Ces gens sont hors la loi. Alors les excuses, je vous les passe, hein. On a une ribambelle d'excuses inadmissibles, mais bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ça nous permet de former des maraîchers, mais également plantes aromatiques et médicinales, petit élevage. On avait dans le Nord Charente, on a installé une jeune femme qui fait de l'élevage de canards coureurs indiens avec transformation. On a installé un saunier sur la Seudre, donc du côté de Marennes, un apiculteur bio. On a réussi à avoir le label bio pour un apiculteur, ce qui est quand même assez rare. On a installé une mycicultrice, elle fait des pleurotes et des shiitakes dans une cave de l'abbaye de Saint-Mexan. Élevage de chèvres, élevage de moutons, des fleurs coupées, du substrat de champignons d'Angoulême, des paysannes boulangères, des petits fruits rouges avec transformation. Donc, on aborde un certain nombre. On a en permanence une trentaine de porteurs de projets. Donc, c'est glissant. Certains, on va les garder 1 an parce qu'ils arrivent déjà avec un bagage conforté et ils veulent juste se rassurer sur deux, trois pratiques. Et puis, il y en a d'autres, on les prend de très loin. Ils ont fait un BPREA assez rapidement.
chez Madame Plantureux des fois. Alors, certains, ça marche, certains, ça marche pas. Euh, Celle qui est en place aujourd'hui, Isabelle, qu'on a vue avant-hier, ça a l'air de marcher du feu de Dieu, comme on dit, et elle se plaît bien. Donc, mais on espère qu'à l'arrivée, ces gens-là s'installeront. Et la problématique que l'on a aussitôt fini cette formation, c'est l'installation. Le coût de l'installation. Qui finance l'installation? Vous allez voir un banquier, il ne vous financera pas. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on est sur des petites structures qui sont alimentaires, qui ne sont pas productrices de matières premières agricoles. Vous dites, je veux acheter une ferme de 150 hectares en céréales, pas de problème, les banquiers vous suivent. Vous dites, je voudrais 3 hectares et demi avec des serres, un petit bout de bâtiment et un petit peu d'irrigation, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc, la formation, c'est un des maillons de cette chaîne d'alimentation agricole, mais c'est malheureusement que la partie qui n'est pas, entre guillemets, la plus importante. Je mets des guillemets quand même. Il y a quand même, en amont, en aval, il va y avoir des problématiques qui seront l'accès au foncier. Hein, on assiste à un dévoiement du foncier agricole alimentaire en foncier agricole énergétique, agrivoltaïsme, agrocarburant, méthanisation, je vous en passe. Donc des hectares qui disparaissent là-dedans et non pas dans nos assiettes. Et puis la frilosité des banquiers. C'est sûr qu'ils Ouais. préfèrent financer un gros tracteur qu'un petit motoculteur et ainsi de suite. Donc voilà, Merci la beaucoup, relation avec les Monsieur Bedin, collectivités, qui vous la nous avez relation permis avec d'élargir un petit peu l'enjeu au-delà de la formation. Il faudrait juste peut-être qu'on revienne, parce qu'on a bientôt terminé le webinaire, mais sur la dernière question qui nous a été posée et revenir très rapidement vers Monsieur Fréchon. Je pense que ce serait peut-être intéressant que vous répondiez à la question qui a été posée dans le chat sur la désaffection des métiers de la restauration collective qui serait enfin, la personne demande si elle ne serait pas liée à une politique d'externalisation de la production de la cuisine dans les écoles. Euh, Sans doute, mais j'imagine que si on modifie les pratiques et qu'on revalorise le métier, on pourra plus recruter. Oui, après, il y a un point important par rapport à cette restauration collective, et notamment dans le public. Euh, Tout dépend de la politique de l'institution qui la porte, que ça soit une région, un département, une collectivité. Tout dépend des politiques qu'elle souhaite mettre en place sur la restauration collective, politique alimentaire et sur le reste des politiques. Elles sont parfois quand même différentes et c'est ça la difficulté. Et tout à l'heure, Clotilde a cité la région avec Néoterra. Il y a d'autres exemples, d'autres régions ou d'autres collectivités. Et c'est vrai que les moyens peuvent être différents, financiers, et les moyens aussi en matériel. Donc, il y a des différences. Et je pense que ce qui est important pour essayer de faire en sorte que on ait des référentiels, enfin en tout cas, la loi Egalim, me semble-t-il, a fait en sorte que normalement tout le monde doit s'y rattacher. C'est vrai que c'est difficile. J'ai entendu le monsieur qui parlait, ils sont hors la loi. Vous savez, les cuisiniers, les chefs de cuisine, ils sont pas hors la loi. Ils ont beaucoup de choses à suivre en même temps. Ils essaient de répondre aux objectifs de cette loi. C'est pas évident de passer tout d'un coup comme ça à 20%, voire 30% de produits bio dans une cuisine, et surtout quand il y a une quantité très importante de demandés. Donc il y a encore des écarts, il y a des efforts à faire, mais enfin, on est quand même parti de très loin et je trouve que les choses s'améliorent en ce sens. Mais encore une fois, sur la désaffection des métiers, je pense elle est différente suivant les politiques qui sont menées par les collectivités locales qui ont en charge cette compétence. On va avoir maintenant la prise de parole de la région Nouvelle-Aquitaine, qui sera suivie ensuite par la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Donc, si la région veut bien, Amandine Ribaud de la région, voilà, si Amandine, tu veux bien ouvrir ton micro. Merci à tous pour ce temps et ces échanges
très très riche et très intéressant. Juste pour conclure, voilà, enfin, que, voilà, c'est tout ce qui a été dit fait partie des enjeux des politiques menées par la région Nouvelle-Aquitaine et que les enjeux de formation, d'installation d'agriculteurs, de formation euh, des futurs agriculteurs, de formation de chefs de cuisine, etc. Ça fait partie des choses que l'on mène tous les jours, que ce soit au travers des aides à l'agriculture, de l'aide à l'installation, la DJA, DNJA, les aides aux espaces tests, les parcours d'accompagnement installation, ou tout ce qui est fait au niveau de nos lycées, que ce soit les lycées agricoles ou les lycées plutôt généraux, avec des chefs de cuisine qui font tout ce qu'ils peuvent pour au mieux. Et donc, on a un plan de formation des chefs de cuisine des lycées pour les aider à intégrer davantage de produits locaux, etc. Et de répondre à toutes les attentes, les enjeux qui ont été cités. Et voilà, et tout ça se retrouve dans le pacte alimentaire Nouvelle-Aquitaine que tout le monde, j'espère, dans cette visio connaît maintenant, depuis le temps qu'on en parle. Je vois Isabelle sourire. Voilà, pacte alimentaire qui est partagé avec l'État et qui dresse tous les objectifs de la région et de l'État en Nouvelle-Aquitaine sur tous ces enjeux de l'alimentation. Donc, je te laisse la parole, Isabelle. Et j'ai juste, pardon, Madame Blanchard, j'avais pas présenté Amandine Ribaud, donc qui est chef de l'unité circuit court à la direction agriculture de la région de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, pour situer, je parle. Merci beaucoup. Et donc la parole à l'État pour conclure. Donc Isabelle Blanchard, chargée de mission alimentation à la DRAC de Nouvelle-Aquitaine. Donc ce que je voulais, pour conclure ce webinaire sur le rôle de la formation dans la relocalisation d'une alimentation saine et durable, ce que je souhaitais retenir, c'est 3 points que je vais essayer de détailler rapidement de façon très succincte. Tout d'abord, que la restauration collective par les objectifs de la loi Egalim soutienne l'agriculture française. Rappeler que former les agriculteurs de demain est un axe du projet de loi d'orientation agricole qui a été examiné cette semaine au Sénat. Et le troisième enjeu, c'est donner envie d'être agriculteur, susciter des vocations, mais aussi donner envie d'être restaurateur. Alors, au-delà de l'obligation légale en restauration collective, de l'atteinte des objectifs de la loi Egalim, qui permet de soutenir l'agriculture, la restauration collective, on le voit, a un rôle crucial à jouer dans la transition alimentaire en France. Pour rappel, en Nouvelle-Aquitaine, la restauration collective représente environ 10 000 établissements, soit 450 millions de repas par an. C'est quand même des sommes colossales et ça démontre bien que c'est un rôle essentiel dans le développement de notre agriculture. Amandine l'a rappelé, le pacte alimentaire est un support important pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Et en effet, aujourd'hui, la question de l'alimentation est devenue une question sociétale étroitement liée aux questions environnementales et de santé, comme certains l'ont rappelé. Mais pas seulement. Cette résilience qui est recherchée, ou durabilité au sens large, implique effectivement d'actionner et de coordonner de nombreux leviers. Il est effectivement nécessaire de maîtriser l'équilibre de notre système alimentaire, aussi de mieux connaître l'origine des produits, vous l'avez dit pour certains. Effectivement, la Nouvelle-Aquitaine, on le sait, c'est une région agricole très importante, la première évidemment, riche de production de qualité avec l'enjeu de relocalisation qui est important pour un certain nombre de productions. Chaque maillon de la chaîne est importante. C'est un élément à mettre en avant. On voit que l'ancrage territorial de l'alimentation est un enjeu fort pour notre programme national pour l'alimentation qui est porté par notre ministère, qui incite effectivement au développement des projets alimentaires de territoire. Vous en avez rappelé l'existence et l'enjeu, qui par effectivement leur dimension transversale, multipartenariale, permet aux acteurs locaux de s'impliquer collectivement dans la relocalisation de notre alimentation. Il y a de plus en plus d'initiatives qui voient le jour pour renforcer les liens entre la restauration collective et les producteurs locaux, qui créent ainsi une véritable dynamique de territoire, et les lycées et leurs exploitations en sont une illustration.
La restauration collective ne peut plus fonctionner effectivement en vase clos. La collaboration entre tous les acteurs de cette chaîne est importante. Alors, quand je parle de la chaîne alimentaire, je parle des producteurs, des distributeurs, des restaurateurs, des collectivités, effectivement, pour relever ce défi. Former les agriculteurs de demain, un des axes de notre loi d'orientation agricole. Alors, ce projet a pour ambition et défi encore de à la fois renouveler les générations agricoles et renouveler les défis du changement climatique. Vous l'avez rappelé, d'ici 10 ans, plus d'un tiers des agriculteurs et agricultrices seront en âge de partir à la retraite. Donc ce renouvellement de génération, c'est maintenant, c'est vraiment le défi du jour. Alors l'État, le projet de loi propose plusieurs orientations qui vont tous nous mobiliser dans les mois à venir. On devrait avoir un programme national d'orientation et de découverte des métiers agricoles et des autres métiers du vivant dès l'école primaire, avec des actions de découverte de l'agriculture, de l'alimentation. Et j'en profite pour rappeler qu'au niveau de la DRAC de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le rectorat et l'Institut du goût de Nouvelle-Aquitaine, on a déjà réalisé et proposé des parcours de découverte pour les collégiens et les agriculteurs dans le cadre du Pass Culture établissement. Ce projet de loi vise aussi à offrir des stages aux élèves de troisième et à former les professionnels de l'enseignement à ces problématiques agricoles. Il y aura également un dispositif territorial de consolidation, de création de formation et il y aura un bachelor agricole qui va être créé. Donc, le sujet, il est bien essentiel pour nous. Donner envie d'être agriculteur, susciter des vocations, ça c'est aussi une thématique. Notre collègue a rappelé l'aventure du vivant qui permet cela, mais aussi il faut donner envie dans le sens moins de pénibilité, mais par exemple avec une agriculture connectée. Aujourd'hui, un agriculteur connecté peut vérifier d'un simple coup d'œil sur son application de téléphone si ses tomates ont bien été arrosées, fertilisées, ou si des parasites les menacent. Tous ces outils de simplification qui font appel à l'intelligence artificielle peuvent susciter des vocations, nous l'espérons. Voilà. Je conclurai tout simplement en disant que les acteurs de la formation doivent effectivement s'adapter pour proposer des parcours adaptés aux besoins du marché et former les talents de demain. C'est d'ailleurs l'ambition de l'État et de la région avec la création de ce campus de la formation de l'alimentation sur nos territoires. Et je voulais remercier effectivement l'ensemble des acteurs qui sont intervenus aujourd'hui pour la qualité des interventions et des échanges. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup à l'État et à la région pour la conclusion. Et effectivement, merci beaucoup à Madame Plantureux et à Monsieur Frechefond pour la préparation et puis la tenue de ce webinaire. On remercie, on excuse encore une fois, pardon, Madame Tesser, du coup, qui est directrice de l'établissement de Montmorillon, pardon, parce qu'elle a eu des problèmes de santé, donc n'a pas pu se rendre présente. PQNA, nous, on continue d'accompagner les porteurs de démarches et projets alimentaires de territoire tout au long de l'année. Le prochain webinaire sera sur le sujet de la précarité alimentaire et comment s'y faire pour, de manière méthodique, pour prendre en compte cet enjeu-là sur son territoire dans le cadre d'un cycle qu'on conduit sur la lutte contre la précarité alimentaire. Pour avoir toutes les infos sur ces prochains événements, vous pouvez vous rendre sur le site de Pays Écarté de Nouvelle-Aquitaine qui sera mis, ou vous est déjà mis dans le chat peut-être, et vous renseigner sur les démarches alimentaires de territoire, sur la page thématique. Il me reste plus avec Émilie qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et à vous remercier pour votre participation.